Le temps que tout le monde se connecte, donc veillez à bien couper votre son, s'il vous plaît. Donc je suis Joëlle Coulimbani, chargée des relations entreprises à la CPM de Bayonne pour ceux qui ne me connaissent pas. Nous nous présentons en association avec, la CPM de Pau, des webinaires mensuels qui portent sur différentes thématiques suivant les sujets que vous nous demandez, que voilà, de préparer ou, par rapport à des erreurs récurrentes que nous constatons nous, en organisme et que nous souhaitons partager avec vous, et vous accompagner sur ces thématiques-là. Aujourd'hui, nous avons choisi avant de commencer ce bel été qui nous attend, de vous proposer 2 thématiques. Donc je vais vous parler, succinctement, mais on verra un petit peu tous les cas, du dernier jour de travail à positionner sur vos attestations de salaire, puisqu'il y a encore un petit peu d'erreurs que l'on constate sur cette thématique. Et ensuite, nous verrons donc le temps partiel thérapeutique. Donc, n'hésitez pas surtout à me poser des questions, soit à m'interrompre de façon orale, on peut en discuter, ou sinon par la barre ici d'outils que vous avez en bas, avec discussion. Alors, mais j'en vois déjà une question. Téléchargez, ne vous inquiétez pas, je vous enverrai la présentation à la fin de la présentation. Je vous enverrai le diaporama avec un petit questionnaire de satisfaction. Pour ce faire, si vous n'êtes pas inscrit à la base pour participer à ce webinaire, je vous invite à me donner sur la barre discussion votre adresse mail personnellement, ce qui me permettra d'avoir vos coordonnées pour vous envoyer le diaporama. Alors, on démarre sur le dernier jour de travail et le temps partiel thérapeutique. Dans le dernier jour de travail, on va avoir le cas général, la succession d'arrêts de travail, le cas de l'accident de travail ou de trajet, le cas du temps partiel thérapeutique, du congé paternité. Positionnez votre dernier jour de travail lorsque votre salarié est en période de congé ou lorsqu'il est nouvellement embauché. Le cas général, donc, comment le déterminer? Le dernier jour de travail conditionne les salaires de référence qui vont nous permettre de calculer le montant de l'indemnité journalière et qui va conditionner, bien entendu, le début de l'indemnisation. 2 cas de figure sont à distinguer. Donc, votre salarié n'a pas travaillé le jour de l'arrêt, le dernier jour de travail est toujours la veille de l'arrêt. Et votre salarié a travaillé le jour de l'arrêt, le dernier jour de travail qu'on appelle DJT, est le jour de l'arrêt. Exemple, cas numéro 1, votre salarié est absent à partir du lundi 15 février au matin pour maladie. Le dernier jour de travail à positionner sur votre attestation de salaire ou en DSN sera le dimanche 14 février, même si le dimanche n'est pas un jour travaillé habituellement. En cas numéro 2, votre salarié a travaillé le 15 février, le lundi 15. Son médecin lui a prescrit un arrêt à partir de cette date-là. Le dernier jour de travail à positionner sera le 15 février, car toute journée de travail commencée n'est pas indemnisable normalement par la CPAM. Votre salarié n'a pas travaillé le jour de l'arrêt, mais le dernier jour de travail est de toute façon la veille de l'arrêt, quelle que soit la nature de l'absence. Je vous ai mis une liste que l'on ne va pas lire ensemble, je vous l'aurai à disposition. Si votre salarié s'arrête et qu'il est, mettons, en absence autorisée, en jour de pont, en chômage partiel, le dernier jour de travail sera de toute façon ce jour-là, même s'il est en absence pour congé, par exemple. Lorsque vous avez le cas d'une succession d'arrêts de travail avec un risque différent, dans le cas, par exemple, surtout, et c'est souvent le cas d'une maternité, en cas de changement de risque sans reprise d'activité entre les arrêts de travail, il faut, de votre part, une attestation de salaire au risque correspondant. À chaque fois, vous signalez l'absence. Vous faites soit une attestation de salaire via Net Entreprise ou vous faites un signalement d'arrêt de travail. Et vous indiquez le même DJT, le même dernier jour de travail pour tous ces arrêts-là. Je vous ai mis un exemple en dessous avec un arrêt maladie du 15 mai au 25 mai, un congé pathologique prescrit par le médecin
du 26 mai au 8 juin, un arrêt maladie de nouveau du 9 juin au 22 juin, puisque le congé pathologique ne peut être que de 14 jours, même s'il est fractionnable, il ne peut pas aller au-delà de 14 jours. Et ensuite, le congé légal de maternité qui démarre au 23 juin. Vous aurez donc une attestation de salaire à faire à chaque changement de risque, avec une carence qui va être appliquée pour le premier arrêt maladie du 15 mai au 25 mai et pour le second arrêt maladie du 9 juin au 22 juin. Et le dernier jour de travail sera toujours le même, soit le 14 mai. En cas d'accident du travail ou maladie professionnelle, alors soyez vigilants parce qu'aujourd'hui, vous avez donc un nouveau formulaire d'arrêt de travail qui est en ligne déjà depuis quelques mois. Mais pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'arrêts, et ce que je vous souhaite, vous pourrez tomber donc sur un avis d'arrêt de travail qui ressemble à l'avis d'arrêt de travail que vous aviez en maladie, mais qui est également présent aujourd'hui et télétransmis et transmis par le médecin pour les accidents de travail et maladies professionnelles. Donc, je vous ai mis ici en rouge l'endroit où vous pouvez retrouver sans rapport ou en rapport avec un accident de travail, maladie professionnelle. Vous aurez la date de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle qui est positionnée et bien entendu les durées d'arrêt de travail qui sont relatives à cet accident ou cette maladie professionnelle. Pour positionner votre dernier jour de travail, vous avez 3 cas. Le premier cas, vous avez un accident de travail qui arrive, qui survient le 12 juin. Le certificat médical qui est établi par le médecin débute au 12 juin. Donc, le dernier jour de travail sera le 12 juin, car toute journée commencée, toute journée travaillée, débutée par votre salarié est due par l'employeur. D'accord? Donc là, dans ce cas-là, accident 12 juin, arrêt démarre le 12 juin, dernier jour de travail, 12 juin. Le cas numéro 2, l'accident de trajet en allant travailler, qui arrive le 12 juin également. Le dernier jour de travail sera le 12 juin. Si votre salarié est en route pour venir travailler, si c'est un trajet habituellement effectué par votre salarié, à ce moment-là, le dernier jour de travail sera le 12 juin. Cas numéro 3, vous avez votre salarié donc, qui a un accident de travail, mettons le 12 juin, on prend toujours la même date. Mais il se sent bien et il continue à travailler la journée du 12 et même le 13 juin. Il ne se sent pas bien au niveau de sa lésion, mettons sa blessure s'infecte un peu ou il a quand même des maux de tête un peu plus violents que prévu. À ce moment-là, il va voir son médecin l'arrête et il fait un arrêt de travail en rapport avec cet accident du 12 juin. À ce moment-là, l'arrêt débutera bien le 14 juin et le dernier jour de travail à positionner sera logiquement le 13 juin. En cas de temps partiel thérapeutique, quel dernier jour de travail positionner? Alors, là aussi, on a des cas différents. Vous avez le cas numéro 1 où la reprise à temps partiel thérapeutique fait suite à un arrêt à temps complet. Donc, un arrêt à temps plein du 7 septembre au 14 décembre, en exemple ci-dessous. Le dernier jour de travail sera le 6 septembre, veille de l'arrêt de travail à temps plein. Et votre salarié propose, et en accord avec vous, démarre un temps partiel thérapeutique à partir du 15 décembre jusqu'au 31 décembre. Le dernier jour de travail à positionner sur votre attestation de salaire à temps partiel thérapeutique pour la période du 15 au 31 décembre sera bien le 6 septembre, tout comme l'arrêt à temps plein qui a débuté au 7 septembre. Dans le cas numéro 2, la reprise à temps partiel thérapeutique ne fait pas suite à un arrêt à temps complet. Vous savez qu'aujourd'hui, le salarié a droit de débuter, de demander, en accord avec le médecin, un temps partiel thérapeutique sans avoir été en arrêt de travail à temps complet avant. À ce moment-là, le dernier jour de travail correspond à la veille de la prescription. Votre salarié travaille normalement jusqu'au 14 décembre et vous fait une demande de temps partiel thérapeutique du 15 au 31 décembre via un certificat médical, bien entendu. Le dernier jour de travail à positionner sur l'attestation de salaire sera bien le 14 décembre. Si
un arrêt à temps complet suit immédiatement une reprise à temps partiel thérapeutique. C'est-à-dire qu'on a un arrêt à temps plein, un temps partiel thérapeutique, et le temps partiel thérapeutique ne permet pas la reprise de travail à temps complet, et votre salarié souffre un peu plus davantage, donc il se remet, en accord avec son médecin bien sûr, un arrêt à temps plein. Donc vous aurez un arrêt à temps plein du 7 septembre au 14 décembre avec un dernier jour de travail à positionner au 6 septembre, un temps partiel thérapeutique du 15 au 31 décembre avec un dernier jour de travail à positionner au 6 septembre également, et ensuite de nouveau un arrêt à temps plein à partir du 1er janvier. À ce moment-là, le dernier jour de travail à positionner sur votre attestation de salaire sera bien le 31 décembre. En cas de congé paternité, donc je vous ai mis juste sur le côté un petit rappel du nouveau congé paternité qui est depuis 2 ans à disposition des nouveaux papas, on va dire, qui permet un congé aujourd'hui plus important qu'auparavant, et qui peut donc aller jusqu'à 28 jours pour une naissance simple, et pour des naissances multiples jusqu'à 35 jours, avec un congé qui doit être pris en fractionné, mais 3 jours dus par l'employeur, qui se prennent au jour de la naissance ou au lendemain de la naissance. Alors 3, 4 ou 5 jours, suivant vos conventions. Effectivement, on a vu qu'il y avait des conventions collectives ou des accords de branche qui accordaient des jours de naissance employeur au-delà de 3 jours. D'où l'intérêt de positionner votre dernier jour de travail sur l'attestation de salaire pour les 4 jours qui suivent le congé accordé par la CPAM. Ces 4 jours doivent être collés aux 3 jours de naissance. Donc, le dernier jour de travail à positionner sera le dernier jour du congé de naissance. Par exemple, vous avez un congé de naissance le 15, 16 et 17 mai, d'accord, avec une naissance, mettons, le 14 mai. Si votre salarié donc prend son congé normalement, il y aura 4 jours qui seront dus par nos services, qui sont obligatoirement pris collés au congé de naissance. À ce moment-là, le dernier jour de travail qu'on vous demande de positionner sur l'attestation de salaire ou via le signalement d'événement sera le 17 mai dans ce cas-là, le dernier jour du congé de naissance. D'accord? Alors, j'insiste bien, puisque ce sont des erreurs récurrentes que nous avons et qui m'ont été confiées par nos services de production. Donc, faites très attention puisque, comme vous le savez, ceci permet quand même de déterminer les salaires de référence dont on va se servir pour indemniser le congé paternité. En cas de congé, si votre salarié est en congé et au retour de ses congés est en arrêt, on a une activité salariée dans cet exemple jusqu'au 30 juin. Des congés payés qui sont pris du 1er au 15 juillet. Votre salarié ne revient pas travailler et à partir du 16 juillet jusqu'au 15 août est en arrêt maladie. À ce moment-là, on vous demandera bien entendu une attestation de salaire ou un signalement d'événement avec un dernier jour de travail au 15 juillet. D'accord? Lorsque vous avez un congé sabbatique ou un congé sans solde, vous avez une activité salariée. Dans l'exemple ci-dessous, l'indemnisation est possible, bien sûr, si l'ouverture de droit est acquise. Pendant le congé sans solde ou sabbatique, il n'y a aucune indemnité journalière qui peut être versée. Et lors de la reprise, s'il y a un arrêt, l'indemnisation est possible si l'ouverture de droit est acquise. On continue. En cas de nouvelle embauche, il y a 2 cas. Normalement, toute nouvelle embauche doit être signée le jour de l'embauche. Mais je conçois et je comprends qu'aujourd'hui, souvent, votre salarié vient auparavant avec toutes les pièces, identité, relevé d'identité bancaire, contrat, pour signer son contrat et commence le lendemain, le surlendemain ou après. Normalement, donc, dans le cas numéro 1, si le contrat de travail est déjà signé, l'embauche est prévue au 1er juillet, mais un arrêt maladie survient à compter du 1er juillet. À ce moment-là, si le contrat est déjà signé, théoriquement, il y a un dernier jour de travail à positionner au 1er juillet, le jour de l'arrêt,
et on regardera l'ancienne situation du salarié pour éventuellement servir une indemnité journalière. Dans le cas numéro 2, si le contrat n'est pas signé, l'embauche est au 1er juillet, l'arrêt maladie est à compter du 1er juillet, étant donné que le contrat n'est pas signé, il n'y a aucune attestation de salaire à envoyer de votre part, avec donc aucun dernier jour de travail à signaler. On regardera la situation du salarié, mais on se référera à ce qu'il nous donnera comme pièce. Et lorsqu'un salarié est déjà en arrêt de travail à la date prévue de son embauche, aucun signalement d'arrêt ou aucune attestation de salaire n'est à adresser à la caisse primaire par vous, nouvel employeur que vous êtes. D'accord? On a fait le tour un petit peu de cette thématique dernier jour de travail. Si vous voulez bien, alors si tout est clair pour vous, j'en suis ravie. Et sinon, si vous voulez prendre la parole ou si vous avez des questions, je suis en train de regarder. Donc, parfait. Comment cela se passe-t-il quand un agent a plusieurs employeurs et l'événement n'intervient pas dans notre collectivité? Alors, je pense que là, vous parlez de l'accident du travail, il me semble, peut-être. Si c'est par rapport à l'accident du travail, dans ce cas-là, la personne qui est pour la maladie également. OK. Dans ce cas-là, tous les employeurs doivent transmettre une attestation de salaire, tout simplement. Alors, pour l'accident de travail, la déclaration se fait par l'employeur qui est concerné par le lieu de l'accident, dont dépendait, le salarié dépend d'une structure à ce moment-là, c'est la structure qui va faire la déclaration. Mais par contre, lorsque le salarié s'arrête, il faut être bien clair, le salarié s'arrête chez tous les employeurs. C'est-à-dire qu'il y a une attestation de salaire à faire par tous les employeurs. Comment doit-on saisir en mi-temps thérapeutique un jour férié? Le jour férié, il est englobé dans la période du temps partiel thérapeutique. On va le voir de suite. Je vais vous en parler. On va en parler puisque la deuxième thématique, c'est le temps partiel thérapeutique. Ça tombe bien. On va faire très attention. Il faut être très vigilant quant aux prescriptions médicales parce que nous, CPM, nous regardons la prescription médicale. Vous allez avoir un temps partiel thérapeutique du 1er au 31 juillet. À l'intérieur, il y a bien sûr le 14 juillet. Le renseignement qu'on va vous demander sur la perte de salaire, vous allez le calculer de façon interne. C'est-à-dire que le 14 juillet, tout dépend comment vous le rémunérez, comment il est saisi dans vos bulletins de salaire. Mais on va en parler de suite. J'ai eu le cas d'un mi-temps thérapeutique et une personne de la CPM nous a dit de faire cette demande d'indemnité journalière mensuellement, ce que j'ai fait. Mais dans ce cas-là, quelle date dois-je mettre pour les derniers jours de travail? On va le voir ici aussi, si ça ne vous dérange pas. Et si je ne réponds pas à votre question sur la thématique du temps partiel thérapeutique, je reviendrai. Un salarié qui nous adresse, je vous en prie, un salarié qui nous adresse un arrêt maladie pendant les congés payés, peut-il cumuler les indemnités journalières et les congés payés? Alors, dans certains cas, oui, je crois. Il faut regarder vos conventions, mais c'est possible. Ça peut être le cas. Le DJT est la veille de l'arrêt ou la veille des congés payés. La veille de l'arrêt, même pendant les congés payés. Et à ce moment-là, où il y a des conventions, et je pense ne pas trop me mouiller, mais je pourrais le vérifier, qui interrompt la prise des congés à ce moment-là quand il y a un arrêt. Mais il y a des conventions qui peuvent faire cumuler les deux. Ou la plupart du temps, je ne vous cache pas, c'est un report des congés qui est prévu. C'est-à-dire que votre salarié est en congé du 1er au 15 juillet, il s'arrête le 11 juillet, les congés payés s'arrêteront le 10 et il y aura un arrêt qui va partir au 11. Du 11 au 15, ce sera un report des congés. Il me semble que ça peut fonctionner comme ça aussi. Je vous en prie. On y reviendra de toute façon. Il y a peut-être des situations, je pense, toujours avec la carence. Oui, toujours avec la carence. Les seuls moments où un arrêt maladie, il n'y a pas de carence dans des prolongations,
ou des nouveaux arrêts, c'est quand vous avez une affection de longue durée qui malheureusement atteint votre salarié, qui est déclaré chez nous. Et si cet arrêt est en rapport avec cette affection de longue durée, le premier arrêt que l'on va indemniser va subir, on va dire, entre guillemets, la carence. On va ôter 3 jours de carence, mais ensuite, s'il reprend un petit peu et si de nouveau il est en arrêt, mais cet arrêt est toujours en rapport avec cette affection de longue durée, la carence n'est plus appliquée. C'est le seul cas où la carence saute. Sinon, la carence est toujours appliquée sur les arrêts maladie. On débute sur le temps partiel thérapeutique. Alors, la définition du temps partiel thérapeutique, donc le but, c'est de faciliter un retour à une activité professionnelle à temps complet, bien entendu. Je vous ai mis l'avis d'arrêt de travail, toujours un petit rappel. Aujourd'hui, le temps partiel thérapeutique, vous le retrouverez ici en bas, avec des dates bien précises. Et je vous précise bien, et c'est très important, il faut absolument une date de fin sur une demande de temps partiel thérapeutique. On ne peut pas envoyer à compter du 1er juin et sans date de fin. Nous, il nous faut une date butoir, et pour vous aussi, pour votre organisation. Mais si votre salarié vient vous présenter un volet 3, ou nous, s'il nous présente un volet 1 et 2 avec une date de fin de mi-temps thérapeutique absente, ce sera refusé. Donc, le médecin peut prescrire une période de reprise à temps partiel, comme vous le savez, pour motif thérapeutique, à tout moment, soit à la suite d'un arrêt à temps plein. Ça peut être un arrêt à temps plein de 6, 8 jours, 10 jours, et de suite un temps partiel thérapeutique qui se met en place. Et ça peut être un arrêt à temps plein plus long, avec une reprise à temps partiel qui vient derrière. Ou sinon, sans arrêt précédent. Sans avis contraire du médecin conseil, la période de temps partiel pour motif thérapeutique est réputée acquise. On l'appelle donc temps partiel thérapeutique ou reprise de travail léger ou travail aménagé en accident de travail et maladie professionnelle. Ce sont deux appellations différentes, mais qui fonctionnent exactement de la même façon. Le médecin du travail détermine les aménagements à apporter concernant le temps de travail, bien entendu, suivant le poste qu'il occupe ou suivant le roulement nécessaire dans vos postes de travail et les équipements nécessaires, bien entendu. C'est un accord tripartite entre le médecin du travail, votre salarié et vous en tant qu'employeur. Les obligations du salarié, bien sûr, il en a. Il va disposer d'une prescription de reprise partielle pour motif thérapeutique qui est donnée par le médecin et il faut transmettre cette prescription à la CPAM pour accord dans les 48 heures. Et bien entendu, vous transmettre le volet 3 également. Et se soumettre au contrôle du service médical de la caisse compétente s'il est convoqué, bien entendu. Vos obligations en tant qu'employeur, mettre tout en œuvre, bien entendu, pour que la reprise à temps partiel soit une réussite et lui permette de le conduire vers une reprise à temps complet. Et établir une attestation de salaire chaque mois ou à terme échu. Ça rejoint un petit peu la question que vous m'avez posée tout à l'heure. Donc, effectivement, vous allez faire une attestation de salaire et on va le voir après. Mais donc, pour un arrêt à temps partiel thérapeutique du 1er juillet au 15 août, vous aurez une attestation de salaire à faire globale, soit à partir du 16 août, en mettant les deux périodes bien distinctes, 1er au 31 juillet et 1er au 15 août, ou sinon une attestation de salaire que vous pouvez produire le 31 juillet, voire le 1er août, pour la seule période du 1er au 31 juillet, et ensuite une deuxième attestation à terme échu, c'est-à-dire du 1er au 15 août, à partir du 16 août, pour la seule période du 1er au 15 août. On rappelle, le temps partiel thérapeutique a failli arriver dans le dispositif DSN en début d'année. Il y a encore des paramétrages à revoir, ce que nous sommes en train de faire un petit peu. Et on espère peut-être le voir arriver cet automne 2024 dans le dispositif DSN ou sinon début d'année. 2023, pardon, automne 2023 ou début d'année 2024. Mais pour l'instant, il est exclu du dispositif DSN, donc la saisie des attestations de salaire passe par l'envoi d'une DSIJ via NetEntreprise. Donc, je vous l'ai mis ici, vous avez votre portail, vos déclarations, avec bien entendu aujourd'hui le compte entreprise que vous connaissez tous, qui vous permet l'envoi de pièces jointes et qui vous permet aussi de déclarer accident du travail et de consulter vos bordereaux d'indemnité journalière. Vous avez donc l'attestation de salaire ici.
et vous allez faire le choix du type d'attestation, attestation de salaire pour indemnisation du temps partiel pour motif thérapeutique. On va le voir maintenant, la saisie de l'attestation en maladie, maladie ordinaire. Donc, le choix de l'attestation que vous voulez transmettre est très important. Ici, aujourd'hui, vous avez ces choix-là. Arrêt initial, arrêt maladie de plus de 6 mois, déclaration de reprise de travail anticipée exclusivement. Et je vous ai mis en gras ici les 2 motifs qui nous intéressent aujourd'hui. L'attestation de salaire pour l'indemnisation du temps partiel pour motif thérapeutique et la même chose, mais sans arrêt initial avant. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et vous avez bien entendu le choix de les transmettre selon le risque professionnel, soit la maladie, soit l'accident du travail ou la maladie pro. La saisie de l'attestation en maladie, on est en étape 4. Donc, j'ai pris l'exemple suivant et vous l'aurez à disposition puisque je vous l'enverrai. Vous avez un arrêt à temps partiel thérapeutique sans arrêt à temps complet auparavant. Donc, le médecin vous envoie un avis d'arrêt de travail du 16 au 30 avril à temps partiel thérapeutique. Dans cette période-là, du 16 au 30 avril, votre salarié avait déjà positionné des congés payés du 16 au 25 avril 2023. Alors, à ce moment-là, ici en étape 4, c'est ici que lorsque vous avez une attestation rectificative à nous transmettre, soit pour corriger un dernier jour de travail, soit pour corriger un montant de salaire, c'est à ce moment-là qu'il faut cocher absolument attestation rectificative, ce qui permettra à nos équipes de production de pouvoir prendre en priorité ces éléments-là. Donc, vous positionnez votre dernier jour de travail. Ici, on est sur la règle, comme tout à l'heure, on l'a vu précédemment sur le dernier jour de travail. On n'a pas d'arrêt à temps plein qui précède le temps partiel thérapeutique. Donc, le temps partiel thérapeutique démarre le 16 avril. Le dernier jour de travail sera donc le 15 avril 2023. Votre salarié étant actif, ici, vous aurez, c'est la nouveauté, le nombre d'heures effectuées durant les 3 mois qui précèdent le début du temps partiel thérapeutique à positionner ici, donc du 1er janvier au 31 mars. En étape 5, les salaires de référence, vous allez positionner donc un découpage des périodes entre les congés payés et le temps partiel thérapeutique. On le voit bien, positionnez donc la période en congé du 16 avril au 25 avril. Le motif vous est proposé aujourd'hui, congé payé, et le montant, la perte de salaire à zéro, se met automatiquement. Dès lors que vous mettez une période en congé payé, la perte de salaire se met à zéro automatiquement. Et ensuite, vous positionnez donc du 26 au 30 avril la perte de salaire qu'a subi votre salarié en étant en temps partiel thérapeutique. Ici, j'ai pris l'exemple de 300 €. Vous modifiez, donc vous validez à chaque fois vos lignes et vous pouvez les modifier, bien entendu, en revenant dessus. En deuxième partie de l'étape 5, vous aurez donc à renseigner, comme on l'a vu tout à l'heure, les salaires bruts des 3 mois qui précèdent cet arrêt à temps partiel thérapeutique, janvier, février, mars. Ce sont des éléments qu'on vous demandait au départ, lorsqu'il y avait un temps partiel thérapeutique sans arrêt à temps complet avant, on vous demandait souvent, ou on demandait aux salariés, les 3 bulletins de salaire qui précédaient ce temps partiel thérapeutique. Aujourd'hui, vous pouvez les insérer directement sur Net Entreprise, ce qui permet une perte de temps en moins. Ce qui vous donne une attestation de salaire que vous pouvez bien entendu imprimer ou enregistrer et vous retrouvez toutes les périodes saisies qui vont permettre l'indemnisation du temps partiel thérapeutique. Ici, on a l'ouverture de droit avec les 1 500 € que vous avez positionnés pour les 3 mois qui précèdent le temps partiel. On retrouve les congés payés à zéro et la perte du temps partiel à 300 €, ce qui va permettre le calcul qui va être fait via notre applicatif ici en CEPAM. Ensuite, on a l'accident du travail en temps partiel thérapeutique. Alors là, toujours pareil, on fait attention à la sélection de l'attestation qu'on prend lorsqu'on est sur l'étape 2, donc attestation de salaire pour indemnisation du temps partiel pour motif thérapeutique en accident du travail. Ici, j'ai pris un exemple avec une date d'accident au 13 mars 2023. Pas d'arrêt. Beaucoup de soins, mais pas d'arrêt.
Et puis, on souffre un petit peu, on a besoin de kiné, puis on a besoin d'aménager un petit peu le temps. Votre salarié fait une demande via son médecin pour reprendre à partir du 16 avril, pareil, un temps partiel thérapeutique, mais dans le cadre de son accident du travail. Donc, on aura un avis d'arrêt de travail à temps partiel du 16 avril au 15 mai, au risque accident de travail. Donc là, pareil, le dernier jour de travail à positionner sera le 15 avril 2023. Il y a 2 étapes dans les salaires de référence. Donc là, c'est différent de la maladie. Dans la maladie, on vous demande d'indiquer juste la perte de salaire. Aujourd'hui, dans l'accident du travail, on va vous demander 2 étapes. Dans la première, ce sont les montants bruts des salaires réellement perçus pour les périodes travaillées du 16 au 30 avril et du 1er au 15 mai. Et bien entendu, les cotisations au taux forfaitaire de 21% qui seront à indiquer également. Donc là, on retrouve nos 2 périodes à temps partiel thérapeutique du 16 au 30 avril, le montant brut perçu de 400 € avec 84 € qui correspond à la part salariale à déduire du montant brut. Et du 1er au 15 mai, 400 € également, avec la part salariale à déduire de 84 €. À l'étape suivante, on va vous demander donc le montant brut des pertes de salaire pour ces 2 mêmes périodes. Là, dans ce cas-là, on a temps partiel thérapeutique du 16 au 30 avril, 300 € de perte de salaire avec un montant de cotisation qui correspond à 21%. Et pareil pour la période du 1er au 15 mai, 300 € et 63 € qui correspond à 21% du taux forfaitaire appliqué. Vous retrouvez de la même façon la possibilité d'imprimer ou d'enregistrer, de vérifier votre attestation de salaire avec tous les montants qui apparaissent comme il faut, avec une date d'accident au 13 mars, une date du dernier jour de travail au 15 avril qui est très cohérente puisqu'on a un temps partiel thérapeutique qui commence au 16 avril et nos 2 périodes découpées qui permettront à nos services de production accident de travail maladie pro de pouvoir calculer une indemnité la plus juste. Ensuite, je vous proposais de regarder ensemble la saisie d'arrêts successifs à temps complet et temps partiel thérapeutique. Donc, je vous ai proposé juste une petite frise avec un exemple. Et ce qu'on attend, nous, CPM, de vous, employeurs ou tiers déclarants. On a un arrêt temps complet du 15 mars au 30 avril et un temps partiel thérapeutique du 1er mai au 31 mai. Donc, le dernier jour de travail qu'on va vous demander, c'est le 14 mars, pour l'arrêt du 15 mars et pour le temps partiel qui suit. Et si on découpe un petit peu, on aura un dernier jour de travail au 31 mai, pour la période à temps complet du 1er au 30 juin et également pour le temps partiel thérapeutique qui suit au 1er juillet. Alors, je le répète comme tout à l'heure, on aura une carence le 15, 16 et 17 mars qui sera positionnée et une carence le 1er, 2, 3 juin pour le deuxième arrêt à temps complet, sauf si c'est un arrêt en rapport avec une affection de longue durée et qui est bien coché en rapport avec cette affection de longue durée. Dans ce cas-là, la carence n'est pas appliquée. Les attestations de salaire à transmettre, il y en aura 4. Une attestation de salaire ou de signalement de DSN pour l'arrêt à temps plein avec un dernier jour de travail au 14 mars. Une attestation de salaire pour indemnisation des périodes de temps partiel thérapeutique du 1er au 31 mai avec un dernier jour de travail au 14 mars. Ensuite, de nouveau, une attestation de salaire ou signalement d'arrêt DSN pour arrêt à temps complet à compter du 1er juin, temps complet du 1er juin, avec un dernier jour de travail au 31 mai. Donc là, je modifierai, parce que ici, c'est une erreur que j'ai faite. Et une attestation de salaire pour l'indemnisation des périodes à temps partiel du 1er au 31 juillet, avec un dernier jour de travail au 31 mai. Donc, 4 attestations de votre part, 2 attestations et 2 signalements de DSN, si vous êtes en DSN pour les arrêts à temps complet. L'indemnisation. Durant l'arrêt à temps partiel thérapeutique, la CPM verse donc la perte de salaire subie sans jamais dépasser le montant de l'IJ perçu durant l'arrêt à temps plein qui précède. Donc, dans le cas où l'arrêt à temps partiel thérapeutique démarre sans arrêt à temps complet avant, la comparaison se fait par rapport aux 3 mois
qui précède l'arrêt à temps partiel que vous devez donc désormais mentionner sur l'attestation de salaire. C'est ce qu'on a vu précédemment. Dans notre exemple, l'IJ, par exemple, servi pendant le premier arrêt du 15 mars au 30 avril, hop, ici, et de 42,80 €, calculé à 42,80 €. Si pendant le temps partiel thérapeutique ici, du 1er au 31 mai, vous indiquez une perte de salaire de 1 500 €. Ça donne une indemnité journalière de 48,38 €. À ce moment-là, l'indemnité journalière sera limitée à 42,80 € et sera servie du 1er au 31 mai à 42,80 € par jour. Vous retrouvez nos contacts comme d'habitude avec la plateforme employeur, nos contacts locaux, c'est-à-dire à Bayonne, moi-même Joëlle Colombani et mes chers collègues Géraldine et Elisabeth de Pau, que vous retrouverez ce jeudi pour ceux qui n'ont pu participer aujourd'hui à cette présentation, qui vous présenteront aussi le dernier jour de travail et le temps partiel thérapeutique jeudi à 10h30. Et bien sûr, les sites utiles NetEntreprise et amélie.fr. Je regarde un peu si j'ai des questions. Alors, n'hésitez pas à me demander oralement. Alors, je reprends les questions. Quand un salarié produit un arrêt initial au lieu d'une prolongation, quels sont les critères que vous appliquez pour savoir si vous le traitez en initial ou prolongation? Alors, nous, on va le traiter en initial, c'est-à-dire qu'on va respecter la déclaration du médecin, l'arrêt que va nous produire le médecin. Alors, soit c'est une erreur, parce que ça suit peut-être un arrêt initial avec peut-être 2 jours de trou. Voilà, dans ce cas-là, il y a un rectificatif à faire par le médecin. Mais sans avis rectificatif, nous prenons exactement ce que nous envoie le médecin. Un arrêt initial est considéré initial. Et s'il nous met prolongation, c'est prolongation. On le traite de la même façon. Sauf si, alors, votre salarié est en arrêt jusqu'au vendredi, qui nous envoie une prolongation à partir du lundi, il y aura une période qui sera prise en charge le samedi, dimanche. Pareil pour les jours fériés. Lorsque votre salarié ne peut pas voir son médecin et que le médecin nous envoie une prolongation, il y a 2 jours de battement qui peuvent être considérés comme prise en charge et qu'on prend voilà, sans rectificatif, mais sauf qu'il faut que ce soit un week-end ou un jour férié. Je n'ai pas bien saisi, nous pouvons faire une attestation tous les 15 jours. Vous pouvez faire une attestation pour le temps partiel thérapeutique si votre temps partiel thérapeutique est de 15 jours sur le mois concerné. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez avoir des temps partiels thérapeutiques qui sont demandés sur des mois entiers, du 1er au 31 juillet. Et le médecin peut également faire une demande de temps partiel thérapeutique pour la période du 1er juillet au 15 août. À ce moment-là, si votre salarié reprend le 16 août à temps complet, votre temps partiel thérapeutique sera calculé sur 15 jours uniquement. Donc, effectivement, l'attestation ne sera pas faite tous les 15 jours, ce sera une attestation qui sera faite pour ces 15 jours-là et qui sera donc faite à terme échu, c'est-à-dire à partir du 16 août. Il faut que le temps partiel thérapeutique soit terminé pour envoyer l'attestation de salaire. Ça peut être sur un mois complet effectué, mais ça peut être du 1er au 20 août, un temps partiel thérapeutique demandé du 1er au 20 août et une reprise à temps complet le 21 août. À ce moment-là, le 21 août, vous pouvez envoyer une attestation de salaire pour la période du 1er au 20 août, puisque les éléments, vous les connaissez. La perte de salaire, vous la connaissez, puisque votre salarié revient à temps plein après. J'espère que je suis assez claire sur les explications. N'hésitez pas à me dire. Pour l'accident de trajet, on choisit le choix accident de travail. Oui, tout à fait. C'est après, vous le mettez dans votre déclaration d'accident. Quand vous saisissez votre formulaire, vous avez dans la déclaration, vous avez la date, l'heure, et vous choisissez déclaration d'accident de travail ou déclaration d'accident de trajet. Donc, c'est à ce moment-là que vous pouvez faire le distinguo. Pour l'attestation de salaire, c'est accident du travail. Travail, trajet, maladie professionnelle. Pouvez-vous, s'il vous plaît, expliquer l'attestation à faire tous les mois et à terme échu? Est-ce que je l'ai revu ou est-ce que vous voulez qu'on le revoie ensemble? Dites-moi, prenez la parole si vous voulez.
Si vous voulez qu'on revoie un autre exemple, je peux. Donc, on est bien d'accord. Donc, on le refait. On est bien d'accord. Si, donc, c'est bon. Voilà, je vois je vois que vous avez compris. Vous m'avez fait un signe. Alors, je voudrais juste avoir l'exemple sur un temps partiel thérapeutique sur 3 mois. Donc, Ouais, si on part du 27 mars, par exemple, au ouais, 26 juin, ok. le mois n'étant pas terminé, donc là, il y a Ouais. 3 mois. Donc, Alors, on fait deux attestations. non, faites une attestation pour la période du 27 au 31 mars, pour 4 jours seulement, mais c'est à la fin du mois. Donc, vous allez passer une attestation pour la période du 27 au 31 mars. Vous allez passer une attestation pour la période du 1er au 30 avril. Donc, une attestation mensuelle, Tout à mois fait, par là, mois. puis, voilà, mois par mois. Parce D'accord. que, voilà, quand le mois est entier, c'est le mois entier. Quand le mois est scindé, c'est-à-dire que là, vous allez faire du 27 au 31 mars, le 31 mars ou le 1er avril, pour ces 4 jours-là. Et pareil, si vous l'arrêtez au 26 juin, vous aurez donc une attestation à faire à partir du 26 juin ou du 27 juin pour la période seulement du 1er au 26 juin, mais pas du 1er au 30 juin. D'accord? C'est Pas vraiment, compris. Voilà. Je voilà. n'avais pas compris. Je pensais que le fait qu'il y ait une demande de 3 mois, Oui, on faisait l'attestation pour 3 mois non. Vous la faites mensuels. voilà, mensuellement. Alors après, je ne vais pas vous embrouiller, mais le plus simple, c'est de le faire à chaque fois à la fin du mois. Vous avez les indications qui sont données. Euh, Peu de personnes, ou je crois ne pas l'avoir vu, nous envoient une attestation avec toutes les périodes, c'est-à-dire une seule attestation avec 27-31 mars, en dessous 1er au 30 avril, 1er mai au 31 mai et 1er au 26 juin. Et ils l'envoient le 27 juin. C'est-à-dire une fois que toutes les périodes sont passées. Nous avons besoin d'indemniser et souvent, là, il faut dire que le mi-temps thérapeutique n'est pas forcément subrogé. Donc, pour servir quand même une indemnité journalière aux salariés, on préfère demander une attestation à chaque fin de mois, effectivement. Donc, du 27 au 31 mars, du 1er au 30 avril, le 30 avril, du 1er mai au 31 mai, le 31 mai, et du 1er au 26 juin à envoyer à partir du 26 juin. Très bien, merci. Je vous en prie, avec plaisir. Si le salarié a eu un long arrêt, il reprend un congé, puis il est à temps partiel thérapeutique. On fait quel choix, avec arrêt ou sans arrêt? Alors là, c'est un congé. Alors, le temps partiel thérapeutique, alors on prend l'exemple. Votre salarié, il a eu un long arrêt du 1er janvier au 30 juin. Il est en congé du 1er juillet au 31 juillet et il reprend à temps partiel thérapeutique au 1er août. Je pense que c'est l'exemple qu'on peut prendre. On va considérer la prescription médicale du médecin. C'est-à-dire qu'on va voir que le médecin l'a arrêté jusqu'au 30 juin. On a eu des prescriptions qu'on a enregistrées sur son dossier. Et puis, du 1er au 31 juillet, on ne va pas avoir de prescription. C'est-à-dire qu'il va nous envoyer 0 avis arrêt de travail, c'est-à-dire qu'il ne sera plus en arrêt longue durée, il ne sera pas en temps partiel thérapeutique puisqu'il prend des congés. Donc, il ne fait pas prescrire d'arrêt à son médecin. Par contre, il reprend son activité au 1er août, mais à temps partiel thérapeutique. Donc là, on va considérer qu'il n'y a pas eu d'arrêt avant. Donc le dernier jour de travail, par exemple, à positionner, ce sera le 31 juillet. Ça, c'est le cas où on n'a pas eu de prescription médicale du 1er au 31 juillet. D'accord? Si le médecin fait un arrêt jusqu'au 30 juin à temps complet, et puis on reçoit un avis d'arrêt de travail à temps partiel thérapeutique du 1er juillet jusqu'au 30 septembre, 3 mois. Et du 1er au 31 juillet, votre salarié prend ses congés payés. À ce moment-là, vous allez transmettre une attestation de salaire avec le motif comme on a vu ici. Je me permets de revenir. Hop. Là, vous aurez donc ici la période du 1er au 31 juillet,
congé payé à 0, ce que vous allez nous transmettre, puisque nous, on aura bien une prescription médicale enregistrée dans son dossier à temps partiel thérapeutique. À ce moment-là, il faudra bien qu'on enregistre une perte de salaire. La perte de salaire sera de 0, puisque votre salarié sera en congé payé tout le mois. Le dernier jour de travail à positionner sera celui qui concerne avant le gros arrêt, donc 31 décembre 2022. Et on aura donc une attestation de salaire à recevoir avec une période à congé payé tout le mois de juillet avec 0. Hop. En net, non, maladie, c'est toujours du brut. Toujours des salaires bruts à positionner. D'accord? Les salaires nets vous sont demandés en maternité, en paternité, et quelquefois, donc, on vous demande de mettre toujours le salaire brut plus les cotisations en accident de travail, maladie professionnelle. Sinon, pour la maladie, pour le temps partiel thérapeutique en maladie, c'est du brut, du salaire brut. Oui, mention perte de salaire en brut. Les exemples, taux de 21%, ben en fait, je prends ici. Ah ben alors non. Okay, hop, je reprends mon partage. Hop. Pardon, excusez-moi. Donc, je pense qu'on n'est pas... Alors, je suis... Voilà, ici, pardon. Je reprends. Ces exemples-là, c'était ici. Ben, je prends 400 € et je multiplie par 21%. Voilà, c'est vraiment le montant brut de ce qu'il a perçu pour son travail effectué. Et le calcul, c'est 21% de cette somme, tout simplement. Il me semblait qu'il était préférable de faire une attestation par mois et non faire comme dans vos exemples avril et mai ou juillet-août sur la même attestation. Cela a déjà été refusé par les CPM, à moins que cela... Alors, c'est pour mon exemple. Refuser, non. Il faut juste que la période soit effectuée, que ce soit un envoi postérieur à des périodes passées. C'est-à-dire que ça, dans cet exemple-là, 16 avril au 30 avril, 1er au 15 mai, alors c'est pour l'exemple, effectivement. En général, on reçoit les attestations mois par mois, effectivement. Et là, si c'est envoyé le 16 mai, non, ça ne peut pas être refusé. C'est pris en compte, bien entendu, pour nous. Et ça peut être fait de cette façon-là si vous avez un court temps partiel thérapeutique et que vous voulez tout mettre sur la même attestation. Sur l'imprimé d'arrêt de travail, exemplaire employeur, comment voit-on qu'il s'agit d'un arrêt relevant d'une longue maladie? Vous ne pouvez pas le voir. C'est une affection de longue durée. Il n'y a que nous parce que ça relève du secret médical et votre salarié n'est pas forcément censé vous le dire. Vous le voyez par rapport au versement des EG. Si vous voyez qu'il n'y a pas d'affection de délai de carence appliqué sur une prolongation, sur une autre prolongation, c'est qu'il y a certainement une affection de longue durée. Mais ça, nous, on ne peut pas vous le dire et votre salarié n'est pas tenu de le partager avec vous. Mais il peut vous le dire, voilà, s'il est souffrant et qu'il va s'absenter souvent, il peut vous confier qu'il est sous traitement ou sous le coup d'une affection de longue durée pour une période donnée, quoi. Excusez-moi, j'ai deux questions. Oui. Une, justement, pour l'affection de longue durée. Oui. Parfois, sur les arrêts, le Oui. médecin coche en rapport avec une affection de longue durée. Oui. Qui nous permet à nous, si on a l'attestation de la CPM, oui. de ne pas retenir le jour de carence quand c'est le deuxième, enfin, pas une prolongation, mais un nouvel arrêt initial. Donc, vous le voyez. Ah oui, c'est le médecin a noté, l'a coché. Donc, voilà. C'est juste qu'il nous faut l'accord, enfin, la CPM. Alors, l'affection de longue durée, effectivement, elle est soumise à accord du médecin en conseil, bien entendu. Et si le médecin la coche, en général, c'est qu'il y a un accord quand même.
du médecin conseil, que le salarié a eu un retour, qu'il a été convoqué ou que les médecins entre eux se sont contactés. En général, si le médecin traitant coche cette case, c'est que le salarié bénéficie de cette affection, enfin bénéficie, a une affection de longue durée qui est enregistrée dans son dossier. D'accord, donc on n'est pas obligé d'attendre la confirmation ou l'attestation de la CPM, le courrier que reçoit l'agent. Non, Comme quoi, non, non, non. Bah, après, vous l'avez sur l'avis d'arrêt de travail. oui, Le salarié reçoit un courrier de notification et pour mettre à jour sa carte vitale et tout y compter. Après, il peut vous le dire, mais il n'est pas tenu de vous le dire. Et nous, on le sait parce que c'est enregistré dans son dossier, mais on n'en sait pas plus. On ne sait pas pourquoi, ni ah oui, non, mais voilà. c'est Ouais, ouais. pas de savoir la raison, c'est juste Oui, de oui, oui, savoir si c'est oui. c'est tout. En général, si le médecin traitant continue et coche tout le temps, c'est qu'il y a une acceptation de cette affection. Mm. D'accord. Et ma Mm. deuxième question, c'était par rapport à l'écran que vous venez d'enlever, l'étape Ah, 5. précédent. OK. Dites-moi. L'étape, voilà. Non, En maladie ou en accident de travail? non, c'était l'autre. Attendez. C'est celle-ci, voilà. Là, vous mettez maintien de salaire, non. Oui, parce que soit vous êtes obligé, alors maintien de salaire, non. Subro, oui, partiel, ça dépend des conventions parce qu'il y a des personnes qui versent en supplément, mais très sincèrement, en général, s'il y a un maintien de salaire par l'employeur, ça veut dire qu'en fin d'attestation, il demandera une subrogation. C'est ça, d'accord. Parce que Ah ben nous, voilà. voilà, nous faisons la Alors, subrogation, donc on voilà. Comment continue. indiquer la perte de salaire? C'est la question qui suit, d'ailleurs, donc vous l'avez bien intuité. La question qui suit, la perte de salaire, vous la calculez vous de votre côté. C'est-à-dire que nous, on est quand même obligé d'avoir ces montants-là pour pouvoir vous verser à vous, entreprise, du coup, la perte de salaire qui est transparente pour le salarié puisque vous lui faites un maintien du salaire, mais que nous, on doit vous verser en tant qu'employeur puisque vous faites une demande de subrogation. Donc, cette perte de salaire, elle est quand même à calculer en interne chez vous pour que vous puissiez nous indiquer les montants pour qu'on puisse vous servir quelque chose, même si vous lui maintenez totalement. L'employeur doit-il forcément faire passer une visite médicale au salarié en temps partiel thérapeutique? Il la passe de toute façon. À la reprise, il la passe aussi. Les visites médicales, de toute façon, organisées par le médecin du travail, oui, c'est un accord tripartite entre le médecin, mais ces médecins, de toute façon, le médecin du travail, il voit votre salarié puisqu'il y a un aménagement du poste. Donc, oui, il y a une visite. Il est pas, alors, le salarié n'est pas censé voir le médecin conseil chez nous parce que c'est, comme je vous le disais, c'est un accord tacite. Voilà, s'il n'y a pas de convocation, il peut être convoqué par le médecin conseil, mais ça, c'est une décision purement médicale et c'est le médecin qui le décide. Mais par contre, le médecin du travail, il est obligatoirement consulté, oui. Oui, oui. Alors, comment reçoit-on le support? Oui, si vous avez mis votre mail qui a servi à l'inscription, je vous enverrai de toute façon le support sur cette adresse mail, pas de souci. Si le temps partiel thérapeutique du 15 au 31 mai et derrière, il y a un nouvel arrêt à temps complet, prolongation, à compter du 1er juin. Quand c'est-elle appliquée? Oui, sauf dans le cas de l'affection de longue durée, mais c'est cas exceptionnel. Sinon, oui, de nouveau, il y a une carence qui est appliquée le 1er, 2, 3 juin. Tout à fait. Est-ce que le temps partiel thérapeutique est possible pendant la prise de congé? Est-ce que le temps partiel thérapeutique pendant la prise de congé s'arrête? Non. Alors, je dirais que non. Nous, en fait, on va se fier, et ça c'est très important à comprendre, même pour l'indemnisation, on va se fier à la prescription médicale. Comme je vous disais tout à l'heure, ça va dépendre beaucoup de ce que prescrit le médecin et ce que le salarié va demander, enfin, va voir avec son médecin. C'est-à-dire que si votre salarié revient à temps partiel thérapeutique après un arrêt à temps complet, mais qu'il veut prendre des congés, il va peut-être dire à son médecin très sincèrement, il va dire je prends des congés pendant 3 semaines, on va commencer le temps partiel thérapeutique à l'issue de ces 3 semaines. C'est-à-dire que là,
la période de congé, elle va être prise par votre salarié, congé payé. Il n'y aura pas de temps partiel thérapeutique prescrit pendant cette période. Point. Mais si votre salarié débute un temps partiel thérapeutique au 1er juillet jusqu'au 30 septembre et qu'il prend des congés du 1er au 15 août, à ce moment-là, c'est en plein dans la période de son temps partiel thérapeutique. Il n'y a pas d'interruption du temps partiel thérapeutique. Il y a seulement une prise de congé payé pendant cette période de prescription du temps partiel thérapeutique. Ça revient au cas qu'on a vu tout à l'heure, si je peux me permettre, ici, où là, quand vous transmettez l'attestation de salaire pour le mois d'août, dans l'exemple que je viens de citer, vous aurez donc des congés payés du 1er au 15 août, à noter ici à 0, et après une perte de salaire du 16 au 31 août à nous mettre dessus. Ça fait qu'on se retrouve avec exactement ce qu'on attend, nous, en CPM, c'est-à-dire une période du 1er au 31 août, sauf qu'elle sera découpée. C'est ce découpage qui permet l'indemnisation la plus juste possible pour la période. J'espère avoir répondu. Si le salarié est en arrêt mi-temps thérapeutique depuis longtemps, il acquiert des congés payés à temps complet, journée de 7 heures ou journée équivalente à 3,5 de travail. Il n'y a pas de modification du contrat de travail. Ce sont des avenants qui sont faits, mais il faut savoir que, attention, ne pas confondre. Alors ça, c'est par contre, c'est plus le droit du travail. Moi, je ne suis pas calée en la matière, donc je ne vais pas trop me mouiller sur la réponse, mais attention à faire bien le distinguo entre un avenant avec un temps partiel thérapeutique médical, c'est-à-dire que votre salarié ne change pas de contrat, il est toujours à temps complet, sauf que pour une période donnée et demandée par le médecin, il a un temps partiel thérapeutique accordé, mais son contrat de travail ne change pas, il est toujours à temps complet. Donc l'acquisition des congés payés se fait également. Mais à voir avec peut-être le droit au congé. Voilà, je suis pas forcément calée sur le sujet. Je suis désolée, je veux pas vous répondre de façon erronée parce que j'ai pas ce pouvoir-là. En attente de l'instruction par la CPM d'un AT, doit-on placer l'agent en maladie et lui retirer le jour de carence? Alors, quand il y a une instruction d'accident de travail, si vous passez en DSN, automatiquement, votre système va envoyer une attestation de salaire en maladie et en AT, en accident de travail. Comme ça, on peut payer effectivement des IJ provisionnels. Alors là, tout est à votre façon de faire, on va dire, c'est très en interne et ça, je ne peux pas vous indiquer quoi faire. Vous avez deux choix, effectivement, soit vous maintenez le salaire à votre salarié, mais vous lui retirez ces 3 jours de carence qu'après, vous pouvez lui rendre s'il y a un accord en AT. Ou sinon, c'est transparent pour le salarié, c'est vous qui supportez ces 3 jours de carence. Ou sinon, vous lui enlevez d'emblée et puis vous compensez derrière avec la maladie et puis vous compensez avec un maintien de salaire. Ça, c'est vraiment en interne. Je ne peux pas vous répondre de faire telle ou telle chose. C'est plus un système qui vous appartient, je dirais. Je vous remercie, mille merci, c'est gentil. Enregistré, oui, il est toujours enregistré. C'est très gentil, merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est gentil. Je reste dispo, bien entendu, si vous avez des questions plus particulières ici. Vous trouvez, nos coordonnées, vous avez mon nom, mon numéro de téléphone. Vous pouvez m'envoyer, c'est gentil, merci. Vous pouvez m'envoyer votre adresse mail ici dans vos messages, dans les messages particuliers, si vous voulez recevoir le support, si vous ne vous êtes pas inscrit à la base. Et moi aussi, je vous souhaite vraiment une très bonne journée. Je vous remercie pour vos remerciements et pour vos remarques. Et je reste dispo, bien entendu. Je vous souhaite un très bel été. Nous revenons en septembre avec des thématiques qui vous seront proposées. Vous recevrez un mail avec des possibilités d'inscription. Je pense qu'on ira plus vers la DSN, le temps partiel thérapeutique, pourquoi pas en DSN s'il arrive. Mais voilà. Et puis, n'hésitez pas à nous suggérer
des thématiques qui vous tiennent à cœur et que vous avez envie d'exposer avec nous ou qu'on vous accompagne dans certaines démarches. Je vous souhaite un très, très bon été et une très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.